sein de ce laboratoire, on s'intéresse en fait à comprendre un constat qui est un peu historique. On sait que les cancers féminins gynécologiques sont principalement liés aux infections par papillomavirus. Mais en fait, on se rend compte que les nombres sont très différents. Le cancer du col représente 550 000 cas par an chaque année diagnostiqués, pendant que le cancer du vagin et de la vulve ne représente qu'environ 20 000 cas. Ils sont l'un à côté de l'autre, causés par le même agent cancéreux. Or, il y a x25 de différence et on ne comprend pas l'origine de cette différence. Ici, on a découvert en fait une petite population cellulaire qui est localisée spécifiquement dans le col de l'utérus et on la sait capable d'être infectée par le papillomavirus et avoir une susceptibilité beaucoup plus importante au développement. La question, pourquoi? Et ici, c'est vraiment ça qui nous intéresse parce que si on veut à ce moment-là bloquer cette infection, on doit d'abord la comprendre. On ne guérira jamais d'une maladie que l'on ne comprend pas et c'est la raison justement de ce travail que l'on réalise au sein de ce laboratoire. On a tendance à croire que le papillomavirus, ce n'est que la femme et ce n'est que le col de l'utérus, le vagin et la vulve. Ce n'est pas le cas. On voit également qu'un cancer de la gorge sur 2 est lié aux infections par papillomavirus et ce qu'on comprendra de susceptibilité au niveau du col, nous pourrons l'extrapoler au niveau de la gorge parce que là aussi, ce n'est pas n'importe où, c'est principalement au niveau de l'amygdale. Pourquoi l'amygdale? On n'en sait toujours pas non plus, mais on peut imaginer que ce qui rend susceptible le col pourrait également rendre susceptible l'amygdale. Bonjour, je m'appelle Julie Fudevois, je suis pédiatre endocrinologue et diabétologue dans le service de pédiatrie du CHU de Liège et en parallèle à mon activité clinique, je mène une thèse de doctorat et le but de ma recherche est d'identifier des marqueurs précoces des effets de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui sont largement répandues dans notre environnement et qui peuvent interférer avec le système endocrinien d'un individu et par là avoir des conséquences néfastes sur la santé de cet individu, sur sa progéniture ou au sein d'une sous-population. Un perturbateur endocrinien par exemple dont on entend beaucoup parler, c'est le bisphénol A qui est notamment utilisé dans la fabrication de certains plastiques ou de résine et il est notamment présent dans la composition de contenants alimentaires comme des produits de vaisselle, des biberons. On peut aussi le retrouver dans les canettes, dans les boîtes de conserve ou encore dans les tickets de caisse. Ce qui a été montré au laboratoire, c'est que l'exposition précoce au bisphénol A pouvait entraîner des modifications du timing pubertaire. C'est une étude qui a été faite chez le rat et en fonction de la dose de bisphénol A, on voyait que la puberté pouvait être soit avancée, soit plutôt retardée. Et donc l'idée, c'est de dire, comme il y a une latence qui est assez longue entre une exposition précoce au bisphénol A et les effets qu'on peut observer sur la santé, est-ce qu'on ne pourrait pas identifier des marqueurs précoces au sein du placenta de cette exposition aux perturbateurs endocriniens? Ma recherche, elle vise à étudier des marqueurs épigénétiques au sein du placenta dans un modèle de rat après exposition au bisphénol A. Alors les marqueurs épigénétiques, ce sont des marqueurs en fait, qui vont entraîner une modification de l'expression des gènes, mais sans qu'il n'y ait de modification dans la séquence de l'ADN. Et donc ce sont des marqueurs qui sont particulièrement sensibles à l'environnement et qui sont aussi réversibles. On a commencé par étudier le bisphénol A. Maintenant, vu qu'il y a des lois qui ont régulé son utilisation, de plus en plus d'industries utilisent le bisphénol S, qui est en fait un produit de substitution du bisphénol A. Et donc l'idée de ma recherche actuellement, c'est de faire les mêmes expériences avec le bisphénol S pour voir si, oui ou non, c'est bien un produit qu'on peut considérer comme safe ou si c'est aussi en fait un autre perturbateur endocrinien avec des effets possiblement délétères.
Finalement, l'identification de marqueurs précoces au sein du placenta, ça pourrait justifier la mise en place de mesures préventives vis-à-vis des femmes enceintes et vis-à-vis du nouveau-né, et aussi servir comme appui pour que de nouvelles législations soient établies concernant l'utilisation des perturbateurs endocriniens. Je m'appelle Lindsay Fogel, je suis médecin assistante en 4e année de spécialisation en neurologie. Et à côté de mon activité clinique, j'ai commencé récemment une activité de recherche sur le sujet des accidents vasculaires cérébraux. L'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie qui est vraiment très fréquente et qui touche en particulier la population âgée. En Belgique, chaque année, plus de 22 000 personnes sont victimes d'un AVC. Et donc l'AVC, en fait, il en existe plusieurs types. Nous nous intéressons particulièrement à l'AVC qui est dit ischémique, c'est le type le plus fréquent et qui survient en fait quand un caillot va aller occlure une artère qui irrigue le cerveau. Et donc ça cause un déficit en nutriments et en oxygène et donc une souffrance cérébrale et finalement la mort des cellules cérébrales. Le but de notre recherche, c'est d'aller vraiment étudier les modifications de la microstructure cérébrale qui surviennent après un AVC, parce qu'on pense qu'elles sont liées en fait à la plasticité cérébrale et donc au potentiel de récupération du patient et en particulier au potentiel de récupération moteur. Donc c'est quelque chose de vraiment important pour le patient parce qu'une des premières questions qu'il nous pose, c'est de savoir comment il va récupérer, comment il va évoluer. Et donc, grâce à ça, on espère pouvoir mieux prédire que ce qu'on fait maintenant, la récupération motrice du patient, et en particulier dans notre cas, celle du membre supérieur. Et donc le patient pourra adapter au mieux son retour au domicile, etc. Et puis d'autre part, ça peut être utile aussi pour le plan de revalidation, puisque ça permet de vraiment créer un plan qui soit adapté au patient et à ses besoins, avec des objectifs qui sont réalistes. Et puis ce qu'on espère aussi, c'est que dans un futur proche, on puisse grâce à ça proposer des traitements vraiment spécifiques et adjuvants à la réadaptation classique pour les patients qui pourraient en bénéficier. On va utiliser, pour justement étudier ces modifications de la microstructure cérébrale, une IRM 7 Tesla, qui est une IRM vraiment très puissante. Donc elle a en fait une bien meilleure résolution spatiale que les IRM qu'on utilise en routine clinique à l'hôpital. Et donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir aller voir toutes ces modifications-là qu'on ne peut pas voir sur une IRM classique. Bonjour, je m'appelle Grégory Ex, je suis chargé de recherche FNRS au laboratoire d'hématologie à l'Institut Giga du CHU de Liège. L'objet de mes recherches porte sur les leucémies myéloïdes aiguës. Donc les leucémies, c'est une forme de cancer du sang. Et ce type de leucémie est en fait le type de leucémie aiguë le plus fréquent chez l'adulte. Donc en particulier, on les retrouve chez les patients qui sont âgés de plus de 65 ans. Et il y a deux défis majeurs dans le traitement de ces leucémies. Donc premièrement, le traitement requiert des doses de chimiothérapie assez élevées. Et donc ces doses sont en général difficilement supportables pour les patients qui sont affaiblis ou âgés. Et en deuxième lieu, la plupart des chimiothérapies mènent à une rémission, mais la plupart des patients rechutent. Donc le cancer revient et ça va avoir des conséquences assez dramatiques en termes de survie et de confort de vie pour les patients. Au cours d'un séjour postdoctoral que j'ai effectué au Canada, nous avons réussi à faire une découverte majeure dans le domaine des leucémies, c'est-à-dire que nous avons identifié des molécules qui nous permettent maintenant de définir une signature génétique que nous pouvons utiliser pour atteindre deux objectifs. Premièrement, nous allons être capables de prédire comment est-ce que les patients vont répondre aux thérapies actuelles, donc celles qui sont déjà utilisées en clinique aujourd'hui. Et en deuxième lieu, nous allons être capables de comprendre comment les cellules leucémiques interagissent avec le système immunitaire. Il faut savoir que les leucémies aiguës sont différentes des autres types de cancers dans la mesure où, pour beaucoup d'autres cancers, on a déjà pu implémenter ce qu'on appelle des immunothérapies. Donc, ce sont des traitements qui utilisent des cellules immunitaires pour éliminer les cellules tumorales. Et grâce à nos découvertes canadiennes, maintenant, nous sommes capables de le faire. Et ceci nous rend capables de
trouver comment les cellules cancéreuses échappent au système immunitaire et ce sont les mécanismes qu'elles utilisent pour le faire que nous voulons cibler pour développer de nouvelles options thérapeutiques pour ces patients. Donc pour l'instant, nous sommes au tout début de notre recherche et nous sommes en train de développer les outils qui vont être nécessaires pour accomplir les découvertes principales. C'est-à-dire qu'ici, nous allons utiliser une approche qui est systémique, c'est-à-dire combinant un nombre important de techniques différentes pour étudier les cellules leucémiques directement chez les patients. L'ensemble de ces techniques est assez coûteux. Donc c'est dans ce cas-ci que l'aide de la Fondation Léon Frédéric devient cruciale pour nous. Le prix qu'on a gagné grâce à la Fondation Léon Frédéric, ça va nous permettre de financer les coûts qui sont liés à notre projet. Donc d'une part, tous les coûts qui sont liés à l'utilisation de l'IRM, cette Tesla, mais aussi le coût des transports des patients puisqu'ils vont devoir aller du CHU au centre de recherche du cyclotron. Grâce à son soutien financier, on a pu mener les analyses biologiques et génétiques au sein des placentas et donc ça constitue un soutien indispensable pour la poursuite de mes recherches. J'ai eu un lien vraiment très particulier, ça date maintenant d'une dizaine d'années. En fait, j'ai fait mon postdoc aux États-Unis, à Boston pour être précis, et la Fondation Léon Frédéric m'a donné une bourse de voyage à ce moment-là. Puis je suis rentré ici en Belgique, la Fondation Léon Frédéric m'a donné plusieurs bourses, plusieurs prix durant ma période de transition entre mon retour de postdoc aux États-Unis et ma nomination au FNRS. Et voilà que maintenant, elle me donne un crédit d'impulsion qui me permet d'acheter de l'appareillage pour me permettre de travailler dans les 10 ou les 15 prochaines années. Et donc, je peux dire que sans la Fondation Léon Frédéric, je n'y serais en fait jamais arrivé.